Le débat du jour. François Bernard. Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Le ministre chinois chargé des affaires taïwanaises est en visite à Taïwan. C'est une première dans ce sens depuis 1949, mais déjà en février, un ministre taïwanais s'est rendu en Chine continentale. Alors 65 ans après la défaite des partisans de Chiang Kai-shek face au parti communiste de Mao Tse-tung, quelles sont les relations entre la Chine et Taïwan ? Après Macao et Hong Kong, la communauté taïwanaise peut-elle, veut-elle, doit-elle réintégrer la nation chinoise ou bien préfère-t-elle voir son indépendance reconnue ? Entre la Chine et Taïwan, la réconciliation est-elle possible ? C'est la question qu'on se pose ce soir avec deux invités. Je vous les présente tout de suite. Michel Qinglonglu est le représentant de Taïwan en France. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis Pierre Picard est docteur en géographie, spécialiste de la Chine. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « La Chine dans 20 ans et le reste du monde ». C'est publié chez Fayard. Vous êtes en ligne, Pierre Picard. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, Pierre Picard. La rupture entre la Chine et Taïwan date de 1949. Est-ce qu'on peut dire que Taïwan et la Chine ont des relations apaisées désormais ? Alors, ce que l'on peut dire déjà, c'est que si l'on regarde les relations économiques, culturelles, les flux financiers entre les deux pays, les visites d'hommes d'État tant à Taïwan qu'à Pékin pour l'autre partie, on voit bien que au-delà de l'économie, il y a une grande Chine en fait. Il n'y a pas uniquement que la Chine continentale, mais historiquement, il y a un monde chinois qui est beaucoup plus important que la Chine continentale et qui s'étend au-delà de ses rives. Et on a, avec, je dirais, les nouveaux dirigeants chinois et la nouvelle politique, une tentative de séduction au regard des Taïwanais pour vaincre leur résistance. Alors, peut-être pas, à mon avis, pour assimiler Taïwan, qui a quand même son propre système démocratique, ses propres règles, mais certainement pour renforcer les liens et je dirais peut-être faire une sorte de Québec libre, dans un grand monde chinois qui actuellement est très en forme au niveau de son économie et de son rayonnement international. Pourtant, et je pose la question à Michel Qinglonglu, aucun traité de paix n'a mis officiellement fin à cette guerre fratricide entre les deux communautés ? Non, parce que la Chine ne reconnaît pas du tout l'existence de la première république de Chine qui est fondée en 1912 à Taïwan, par Dr Sun Yat-sen. Donc, il n'y aura pas aucune possibilité que la Chine, Pékin, signe un traité, quoi que ce soit, avec Taïwan ou bien avec la République de Chine. Vis-à-vis, disons, de ce sujet-là, de ce thème, la réconciliation, je dois dire, si je me suis permis, c'est encore trop tôt. Mais comme il y a des relations améliorées énormément entre Taïwan et la Chine continentale, bien sûr, pour moi, c'est plutôt, disons, une concrétisation de stratégie appliquée par le président Ma Ying-jeou dès 2008. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ni tension politique ni tension militaire provisoirement. Mais l'objectif final de la Chine, c'est récupérer Taïwan ou bien avaler Taïwan, comme ce qu'elle a souhaité. Mais pour les peuples taïwanais, nous voulons bien de dire attendez pas si vite. Parce que vous n'avez rien contribué au développement dans tous les domaines à Taïwan. Et si vous êtes taïwanais, vous ne pouvez pas accepter que Taïwan soit une de vos provinces. Sans parler que vous n'êtes pas capable de collecter un centime comme impôt sur moi. Donc, dans ces cas-là, négociation, oui, c'est possible. C'est pour ça que quand le président Ma Ying-jeou a proposé, on va écarter la divergence. C'est-à-dire, on ne parle pas, on ne traite pas, disons, la souveraineté. Et on peut commencer par, disons, des domaines moins difficiles, à savoir économico-commercial, culturel, ou même des échanges entre les peuples, entre les étudiants. Donc, on voit les résultats constructifs. Donc, une meilleure compréhension est très souhaitée. Alors on parle culture, on parle échange, Pierre Picard, mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, les échanges économiques, ce sont ces échanges qui ont recréé des liens entre l'île et le continent, n'est-ce pas ? Oui, moi j'apprécie bien la position
de votre deuxième invité que je viens d'entendre, c'est qu'effectivement, quand on essaye d'arranger les choses, plutôt que de faire la guerre, on commence à favoriser les éléments positifs, comment on dit, les éléments qui ne font pas divergence. Et, on s'aperçoit véritablement que depuis quelques années, bon nombre d'étudiants taïwanais vont à Pékin ou à Shanghai, bon nombre de Chinois visitent Taïwan, les échanges culturels et les échanges également universitaires se multiplient, et bien évidemment que Taïwan a son propre modèle, pas uniquement au niveau de son système d'élection, mais elle a pris une certaine avance. Donc, bien évidemment, Taïwan reste un modèle à part et qui a ses propres particularités. Donc, je pense que le point de vue des différents responsables dans cette affaire, qui visent aujourd'hui à dire, mettons d'abord sur la table les choses qui vont bien et essayons de les arranger, de les améliorer, y compris sur des questions de territorialité, et bien effectivement, ça me paraît totalement positif, car n'oublions pas qu'il y a 15 ans ou 20 ans, on parlait de guerre, déjà, on disait voilà, et c'était très difficile pour les Chinois qui vivaient à l'étranger, parce que finalement, ils étaient chinois, peut-être d'obédience par rapport à l'obédience nationaliste ou d'autres communistes, mais pour les Chinois d'outre-mer, c'était beaucoup plus difficile d'être fier d'être en gros chinois, parce que c'est quand même une même culture de base. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il reste effectivement des différences et des différends, mais aujourd'hui les choses s'apaisent, et je pense que ça va dans le bon sens pour à la fois le gouvernement de Taipei et à la fois pour Pékin. Oui, il s'agit des développements très positifs. Si nous savons qu'aujourd'hui, par jour, il y a 118 vols directs qui lient Taïwan et la Chine continentale, et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'année dernière, c'est un exemple, nous accueillons plus de 3 millions de touristes de la Chine continentale à Taïwan, et surtout à Taïwan, chaque année, il y a au moins 5,5 millions, disons, de nos citoyens qui ont visité Taïwan, et sans parler des investissements au montant de au moins 200 milliards de dollars américains capitaux taïwanais, et qui ont créé 90 000 entreprises, engagé 23 millions d'emplois. Donc, bien sûr, il s'agit de développements très positifs. Effectivement, oui, effectivement. Et pour, je dirais, ceux qui ne connaissent pas le monde chinois, qui n'ont pas été à Taïwan, qui n'ont pas visité la Chine continentale, il faut bien savoir que le monde chinois, c'est quand même une référence culturelle par rapport aux différentes langues, mais également par rapport à plus de 4000 ou 5000 ans d'histoire. Donc c'est vraiment, je pense que les résidents à Taïwan, je pense que les Chinois de la Chine continentale ont des intérêts communs, également parce qu'ils ont une culture commune et qu'ils appartiennent à un même monde, même si aujourd'hui les règles sont différentes, parce que la Chine a suivi un modèle de développement politique différent de celui de Taïwan, et je pense qu'aujourd'hui on va... prenons le temps, mais on va vers une forme de réconciliation positive entre les deux entités. Et de mon côté, je dirais que je suis... et j'ai toujours été d'ailleurs très positif sur l'avenir des relations entre Taïwan et Pékin. Bon, des liens politiques très forts. Je voudrais simplement voir avec vous, puisque ces liens économiques, je veux dire, sont forts, si ça risque pas de mettre Taïwan en situation de dépendance vis-à-vis de la Chine. Oui, c'était très discuté à Taïwan. On a parlé, c'est dangereux pour l'avenir de Taïwan. Il y a des fuites de capitaux, il y a des fuites des matières grises, n'est-ce pas, des gestions. Oui, c'est vrai, ça existe comme un risque, mais en même temps, pourquoi pas penser que c'est Taïwan qui capitalise la Chine? Parce que pour les affaires, pour les secteurs privés, comme tout est devenu plus cher, et si on peut délocaliser ces entreprises et faire progresser en Chine continentale, surtout, on peut faire partager notre manière, notre valeur humaine de vie auprès de nos compatriotes, entre guillemets, du continent chinois. C'est bien sûr, ce sera très intéressant pour l'avenir de Taïwan. Taïwan qui capitalise la Chine. C'est intéressant parce que c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est là que l'on voit que les différentes cultures, les différentes coutumes, les différents modes de management, de marketing et également les marchés
tant les marchés à Taïwan que les marchés dans la Chine continentale sont importants. La Chine est devenue la première puissance mondiale en matière d'échanges commerciaux, donc devant les États-Unis. Et aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise taïwanais, c'est également une opportunité, parce qu'ils ont également un savoir-faire et des compétences. Et donc, ce sont toutes sortes de données, pas uniquement au niveau des universités, qui peuvent être échangées avec les grandes métropoles chinoises. Et je pense également que la Chine continentale a aussi envie de profiter de ce savoir-faire. Et on le voit bien aujourd'hui, la Chine, c'est plus uniquement disons Pékin, Shanghai et puis quelques zones. C'est d'abord un grand pays qui est en train de se développer et qui tient compte des différentes particularités de ces régions, et en l'occurrence, là on parle de Taïwan, et qui doit tenir compte également des propres particularités de Taïwan. Alors après, il restera à régler des points d'histoire qui sont toujours douloureux, parce qu'effectivement le cheminement de Taïwan et le cheminement de la Chine communiste a été fort différent, et donc on a été dans un moment de rupture. Mais je dirais que c'est un petit peu aujourd'hui comme nous en Europe, où on essaye de faire la paix alors qu'on s'est fait la guerre. Il faut que demain, effectivement, cette zone de libre-échange, cette zone de culture soit plus forte et plus brillante, au bénéfice d'ailleurs de tous les peuples. Alors les particularités de Taïwan, Monsieur Picard vient de les évoquer. J'aimerais qu'on passe un petit instant sur les forces politiques en présence à Taïwan. Est-ce que c'est le rapport à la Chine continentale qui fait la différence entre les différents partis politiques à Taïwan? C'est très intéressant parce qu'à Taïwan, c'est un pays où il n'existe aucun tabou politique. Alors à Taïwan, nous n'avons que 250 partis politiques seulement, un peu plus nombreux qu'en France. Et à Taïwan, tout le monde est passionné, il paraît, n'est-ce pas, de la politique. Et si, vis-à-vis des relations avec la Chine continentale, en effet, il y a 4 ans, plutôt, n'est-ce pas, le ministre de la culture du continent chinois a été à Taïwan. Il a été si émerveillé, tellement émerveillé par la culture traditionnelle chinoise que nous, à Taïwan, nous préservons et nous développons, y compris les marionnettes, par exemple. Donc aujourd'hui, ici, il y a déjà ces échanges entre les deux côtés. Bien sûr, moi, je peux dire que c'est sur la bonne voie, mais malheureusement, politiquement, la Chine a toujours installé plus de 1200 missiles pointés sur Taïwan. Et ensuite, l'objectif final, c'est bien sûr, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde sait qu'est-ce qui va arriver. Mais pour nous, c'est plutôt une confiance. Une confiance, c'est-à-dire il faut qu'on confie, à une solution proposée, acceptable par les deux côtés dans l'avenir. Et il faut également confier à la compétition entre les systèmes différents. Parce qu'à Taïwan, c'est comme ici en France, ouvert et on peut, comme on dit, faire ce qu'on veut. Mais en Chine continentale, c'est toujours encore impossible d'utiliser, n'est-ce pas, Facebook et Twitter. Donc, vis-à-vis de la liberté d'expression, bien sûr, ça c'est deux mondes. C'est pour ça qu'il s'agit des valeurs encore très différentes. Alors là-dedans, il y a tant de choses à voir, à améliorer. Deux systèmes, c'est évident. Oui, alors, est-ce que... Vous avez raison, et d'ailleurs, vous avez raison d'ailleurs, parce que même quand on prend, par exemple, Hong Kong, qui est maintenant rattaché à la Chine, les Chinois ne peuvent pas aller à Hong Kong comme ça. Il y a encore des règles qui sont particulières, même si Hong Kong est revenu d'une façon d'ailleurs qui paraît légitime à Pékin. Donc on voit bien que aujourd'hui il y a une grande maturité également du côté des responsables taïwanais, mais également des plus hauts responsables chinois, qui, à mon avis, savent que l'intérêt, on n'est plus quand même dans une logique de guerre froide comme auparavant, l'intérêt c'est de trouver des points communs et des accords, en tout cas travailler sur ce qui est le plus positif actuellement. Mais est-ce que les deux systèmes sont compatibles? C'est ça la question. Les deux systèmes, par exemple, vous avez à Hong Kong un système qui est complètement différent que celui de la Chine et on a une coexistence. Il est bien évident qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui à niveau une province chinoise, par exemple de Guangxi ou du nord de la Chine, fût-elle autonome,
avec, je sais pas moi, Pékin ou Shanghai. Alors c'est d'autant plus vrai pour Hong Kong et c'est d'autant plus vrai pour Taïwan qui a son propre système, ses propres valeurs. Et donc moi, les responsables chinois aujourd'hui, on sent bien cette volonté d'ouverture, de dialogue, au-delà bien sûr de l'histoire, qui reste encore à régler sur les questions dont monsieur parlait, mais il y a vraiment une tentative vraiment d'aller vers, en tout cas vers la paix, parce que finalement Taïwan c'est quand même le frère pour les Chinois. Et donc, on n'est pas dans une logique de rivalité comme avec le Japon, qui a envahi la Chine, ou avec d'autres nations, comme les États-Unis, qu'on admire, mais où en même temps on est rival. Pour les Chinois, Taïwan, c'est quand même c'est un beau cadeau. Donc, je pense pas que on ira. Je pense plutôt qu'on ira vers un avenir positif, mais c'est vrai qu'il faut donner du temps au temps. Oui, et parce que pour nous, à Taïwan, nous sommes très pragmatiques. Taïwan est trop petit. Vous savez que la Chine a une superficie de 266 fois plus grande que Taïwan et que la Chine est 58 fois plus peuplée que les Taïwanais. C'est pour ça qu'à Taïwan, bien sûr, pour moi, il s'agit d'une intelligence politique. Et si vous savez qu'aujourd'hui, à Taïwan, il n'y a aucun marché vis-à-vis, disons, d'un pays de système, disons, décidé par Deng Xiaoping. Parce que pour nous, comme l'esprit cartésien français, alors s'il y a deux, certainement un est meilleur que l'autre. Et pourquoi vous mentisez ou m'indiquez, n'est-ce pas, ou vous me désignez à appliquer, à vivre avec un système et pas moi, les Taïwanais, qui peut choisir. Et ensuite, comme aujourd'hui, Taïwan est bien sûr diplomatiquement peu connu, et seulement 22 pays diplomatiquement qui connaissent Taïwan, mais c'est à Taïwan qui est dont l'existence est quand même acceptée et aussi respectée par la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle, comme ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est plutôt autant, disons, à confier pour trouver une solution acceptable par les deux côtés. Ça, c'est important. Ça serait quoi la solution? Parce qu'il y a un triple choix, si je comprends bien. Il y a l'indépendance d'un côté, la réunification, on en parlait, puis il y a le statu quo. Il semblerait que c'est le statu quo qui l'emporte, non? Et bien sûr, oui, c'est tout à fait une observation très intelligente, très concrète. C'est-à-dire, selon les diverses disons, sondage. Alors, jusqu'à maintenant, pas plus de 12% de peuple taïwanais ont choisi, disons, réunification. Pas plus de 12%. Donc, réunification dans l'immédiat ou dans le prochain avenir ou même dans l'avenir. Au sens large. Et sinon, il y a aussi, n'est-ce pas, une soixantaine, 16 ou bien quinzaine des peuples sontais qui ont dit séparation. Parce que vous dites, vous me forcez, disons, d'être réunis avec vous, la Grande Chine, mais vous n'êtes pas gentil avec moi. Donc, alors, dans ces cas-là, séparation. Ou bien indépendantiste par la Chine continentale. En effet, il s'agit de séparation. Donc, plus de 65%, même 70% sont en situation statu quo. D'accord. Juste pour... Alors, on le voit bien. Rapidement, Pierre Picard, on est à la fin. On le voit bien, on est dans une logique où les choses avancent, où l'opinion publique taïwanaise évolue également, mais bon, en tout cas, les relations sont quand même tellement meilleures aujourd'hui qu'il y a quelques années, et ça déjà, on peut s'en féliciter. Bon, allez, merci à tous les deux de nous avoir fait comprendre les difficultés, les enjeux. On va voir si les visites bilatérales font avancer les perspectives de cette réconciliation. Je vous remercie donc Michel Qinglonglu, vous êtes le représentant de Taïwan en France, et Pierre Picard, vous êtes un spécialiste de la Chine et vous avez écrit « La Chine dans 20 ans et le reste du monde », c'est chez Fayard. Merci également à Florence Ponce et à Cécile Perriard. Alors demain, Nicolas Brousse et ses invités s'intéressent aux intermittents du spectacle. Ce sera le dernier débat de cette saison puisque l'émission se met en vacances en juillet et en août. Mais on se retrouve évidemment dès le 1er septembre pour débattre, comme chaque jour, des grands sujets d'actualité. On va terminer. Non, on a la musique? Non, on n'a pas de musique. Je voulais vous faire écouter un peu de musique chinoise, mais on le fera la prochaine fois. Bonsoir à tous. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur RFI. RFI, les voix du monde.